Ronald Goffard, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Tout d'abord, merci de nous avoir invités dans ce magnifique site qui est l'abbaye du Val-Dieu. C'est un très beau site qui a d'ailleurs inspiré beaucoup de gens, je crois, spirituellement parlant. Avant de parler de vos romans, je voudrais bien présenter en quelques mots Ronald Goffard. Ronald Goffard, vous êtes récompensé par le prix de pédagogie Louis Lallemand et une place de 3e lauréat au prix Reine Paola pour l'enseignement. On a bien compris, vous êtes instituteur. Alors, une petite question. Le passage, le lien entre instituteur et romancier, c'est une évidence ? Peut-être pas une évidence, et d'ailleurs je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps d'ici qu'en réalité j'étais à la fois à la base, puisque j'étais en première année et j'avais mis au point une méthode d'apprentissage de la lecture pour mes élèves. J'étais donc à la fois à la base, et puis pour finir j'ai proposé une brique de 700 pages à des lecteurs experts, comme on dit dans notre jargon. Alors c'était peut-être pas une évidence, c'est plutôt au cours de ma vie que j'ai mis des choses petit à petit en place pour en arriver justement aujourd'hui à présenter ces livres. On va d'abord parler de Libellius, qui est votre 2e roman, avant de parler du premier. Alors, Libellius, quelle est l'origine de ce roman, qui est totalement différent par rapport au premier ? Quel est le départ de ce livre, de ce bouquin de plus de 700 pages que l'on lit sans se lasser ? Nous sommes justement au bon endroit. Nous sommes à l'endroit qui a tout déclenché. Derrière moi se trouve une statue, la statue de Saint-Bernard. Et vu que je fréquente régulièrement les lieux, elle a déclenché quelque chose dans mon imagination. Le fait que, dans cette statue, il y ait des matériaux différents entre le tronc, je vais dire, du personnage et la crosse qu'il tient en main, tout ça a déclenché en moi une foule d'idées que j'ai petit à petit mis bout à bout. Sachant bien sûr que le départ se place ici, le départ de l'intrigue est à Val-Dieu, et puis qu'après j'entraîne le lecteur ailleurs. Un bref petit pitch peut-être de départ. Est-ce qu'on peut dire que c'est une enquête, et même une quête, qui débute ici, justement, comme vous venez de le dire, à l'abbaye de Val-Dieu. Et on va dire que c'est des fanatiques de tous bords qui veulent s'approprier d'un mystérieux Libellius. Des vols, des poursuites, des meurtres, et un couple improbable qui va mener l'enquête. Oui, improbable, parce que justement j'ai pris la liberté de replacer une communauté religieuse des moines qu'il n'y a plus d'ailleurs ici à Val-Dieu pour le moment. Et c'est justement un religieux qui ne fait pas partie de la communauté qui se trouve là au plus mauvais moment, au moment où des vols, comme vous le disiez, des vols à répétition vont secouer l'abbaye. Et ça va lui permettre de retrouver une ancienne copine à lui. Vous voyez les problèmes qui commencent pour le religieux, puisqu'elle était un peu plus qu'une simple copine à l'époque. Mais cette copine est devenue inspectrice de police. Et comme les voleurs ont oublié, entre guillemets, dans la même abbatiale où nous nous trouvons un pendentif, tous les deux vont se mettre justement en quête de ce mystérieux Libellus qui, comme vous le disiez si bien, tout le monde s'empoigne à essayer de le retrouver, oui. Qu'on pourrait dire dans votre roman qu'il y a un peu un parfum de Da Vinci Code. C'est ce qu'on m'a dit, oui. C'est cette air un peu, cette ambiance religieuse, ce fait qu'on se mette sur la piste, une quête justement un peu plus spirituelle aussi, il faut bien le dire, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a de ça, oui, tout à fait. Comme vous dites, ce couple va nous entraîner à travers de multiples péripéties, et justement à Venise aussi. On a l'impression de découvrir de l'intérieur Venise grâce à vos descriptions et aux poursuites. Tout à fait. J'ai mis une grosse partie, toutes les pistes d'ailleurs des intrigues se déroulent à Venise, parce que justement le frère de mon héros, ce religieux dont on parlait, un frère qui est musicien virtuose, violoniste virtuose, spécialiste on va dire de Vivaldi, et ce fait-là d'être dans l'ambiance musicale de Vivaldi me conduit justement naturellement à placer beaucoup de décors à Venise. Donc vous dites Venise aussi, mais il y a un parfum un peu général de l'Italie dans votre roman, puisqu'il y a Venise bien sûr, il y a des personnalités du Vatican, Vivaldi, et aussi des phrases en italien que vous traduisez directement. Ah oui, c'est une amie autrichienne qui s'en est occupée et je voulais que ce parfum justement donne un peu plus encore l'idée qu'on se trouvait dans les lieux. Personnellement, j'ai été visiter 3 fois Venise pour pouvoir écrire correctement le roman. J'ai essayé de ne pas verser dans trop de descriptions, mais je crois que l'ambiance y est, franchement. Le nom aussi de votre personnage.
Oui, Sandro Del Piero, mais il faut dire que la famille de ma femme m'a beaucoup inspiré en ce sens, puisque des Del Piero existent vraiment, vraiment. Une finale quand même assez spectaculaire, dont peut-être on ne dévoilera pas les détails. Surprenante, dans un lieu où on ne s'attendrait peut-être pas, entre autres, à retrouver une femme, puisque les dames ne sont pas acceptées, tolérées dans cet endroit. Hein. Et donc, oui, j'y ai placé la scène finale, on va dire, les retrouvailles quelque part entre les deux frères. Votre bouquin, La caméra, donc, vous allez peut-être effrayer les gens. Là. Justement, c'est justement pour qu'on ne s'effraie pas, parce que cette poursuite, cette quête de 700 pages, eh bien, on ne s'en lasse pas. On a envie de continuer jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. C'est ce qu'on m'a dit quelquefois. C'est un page turner, c'est-à-dire on y plaçait la main, le bras et tout y passait. On m'a dit aussi que les nuits étaient très courtes parce qu'il y a des gens qui entamaient ça au moment de s'endormir mais qui ne pouvaient pas lâcher le bouquin. Je suis très contente de ces retours très positifs du bouquin. Oui. Si vous voulez bien, Ronald, nous allons passer peut-être un petit moment à votre premier roman. On va retrouver Lily. Oui. Voilà, votre premier roman qui s'intitule Lily, et qui est complètement, bien sûr, différent de ce deuxième. Alors, Lily, vous retracez en fait l'histoire, une tranche d'histoire des cantons de l'Est, ce qu'on appelle les cantons de l'Est, à travers l'histoire de votre grand-mère. Lily, c'est vraiment votre grand-mère, et vous donnez vraiment un aperçu de la grande histoire avec les faits tout à fait réel, mais à travers la petite histoire avec un petit H, l'histoire de votre grand-mère Lydie. Oui, et à travers elle, de ce que pas mal de personnes dans la région ont dû vivre à l'époque de l'annexion, puisque la région en mai 40 était annexée à l'Allemagne et non pas occupée, je veux dire, comme le reste de la Belgique. Et de ce fait-là, les gens qui redevenaient allemands ont subi tout un tas d'obligations, et entre autres, on le voit sur la couverture, ma grand-mère qui a été obligée, comme pas mal de jeunes à l'époque, de suivre un peu le mouvement dans les jeunesses hitlériennes pour les garçons. Elle, c'était un autre mouvement qui l'a conduit à faire un genre de service militaire en Allemagne. Et de fil en aiguille, comme ça, on va la suivre pendant toute la guerre, et même un peu après la guerre, parce que justement, je lui avais toujours dit, ce que tu as vécu là est assez surréaliste. Au-delà même du fait de ce contexte historique, qu'encore beaucoup de gens méconnaissent, hein, il y avait cet aspect humain qui m'avait beaucoup touché dans ce qu'elle racontait quand j'étais petit déjà, et que je ne comprenais pas toujours. Et donc, je me suis dit, non, ça, il faut vraiment qu'on le mette par écrit, et c'est ce qui a donné ce livre Lily, qui est sorti cette année en mars, justement parce que cette année 2025 commémore les 100 ans de l'intégration officielle de la Belgique des cantons d'Est à la Belgique. Vous avez introduit peut-être je ne dirais pas ce roman, parce que c'est vraiment une autobiographie quand même. Oui, c'est un récit, c'est un témoignage, avec tout ce qu'il a peut-être de subjectif, de critiquable, mais c'est son témoignage à elle, je n'ai rien inventé. Si ce n'est peut-être des mises en scène pour faire avancer l'histoire, voilà. Il fallait bien quand même qu'on se croie dans le bain, mais ce qu'elle m'a raconté, je l'ai remis sur papier, oui. Ce que vous appelez une anti-conférence. Expliquez-nous. Oui, parce que la question revenait souvent quand il y avait des séances dédicaces de la part des gens, de savoir mais comment ça se fait que vous en êtes redevenu allemand, comment ça se fait que vous en arrivez à cette situation-là en mai 40. Et donc j'ai allé chaque fois de mon petit laïus en 2-3 minutes, et puis je me suis dit ce serait peut-être le moment de réexpliquer clairement les choses, mais comme je ne voulais pas jouer à l'historienne que je ne suis pas, hein, on l'a dit au départ, je suis instituteur, et je voulais raconter de manière décalée. Donc j'ai pris le temps de revoir un petit peu cette page d'histoire pour moi me bien imprégner des informations, et puis j'ai tout transformé grâce à un complice, Manu Schoenbrod, qui a traduit mes croquis en dessin, puisque c'est ça le fil rouge de l'anticonférence, c'est de raconter de manière un peu décalée, humoristique, avec des caricatures, avec des dessins un peu amusants, ce sujet qui n'est pas en lui-même très sexy, il faut bien le dire. Et puis cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance que Martin Charlier, notre fameux Kiki dans Le Grand Cactus, a eu la gentillesse de prêter sa voix, je vais dire, à mes petits personnages. On a été en studio du côté de Hans pour l'enregistrer, et donc ça met encore un peu plus de vie à la présentation, avec un sujet qui reste sérieux. Je ne raconte pas des choses qui ne sont pas correctes, non, mais j'explique ainsi de manière décalée ce qui s'est vraiment passé et pourquoi on en est arrivé à redevenir allemand en mai 40. Et des situations familiales dramatiques, étant donné justement pour les Allemands,
contre les Allemands, pour la Belgique, contre la Belgique. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Il y a tout un passé qui explique ça. La région n'était pas encore belge avant le traité de Versailles. C'est à ce moment-là qu'on est devenu belge parce que la Belgique a fait la mainmise sur la région. Et donc avant, c'était la Prusse, c'était l'Empire allemand. Encore avant, c'était la principauté de Stavlo-Malmedy. Et de ce fait-là, il y a des racines romanes, surtout du côté de Malmedy, qui ont été un peu en concurrence, on va le dire, avec ce que la Prusse voulait imposer. Et ce bilinguisme qui était là, en plus le wallon était bien présent dans la cité de la Warche, eh bien, a fait que chacun se retrouvait un petit peu tiraillé, on va dire, dans un camp ou dans un autre. Il y a tout le panel. À Malmedy, on peut retrouver tout le panel. On a des extrêmes qui se sont engagés volontairement en mai 40 dans l'armée allemande parce qu'ils en étaient convaincus. On a des suiveurs. On a des gens qui ont été dans la résistance, une résistance que la Belgique a mis d'ailleurs très très longtemps à reconnaître. Donc on a vraiment tout l'éventail de gens qui vivaient entre eux. Oui, voilà, paisiblement, on va le dire ainsi, mais que la guerre a vraiment séparé et ça a provoqué beaucoup de tensions, même longtemps après la guerre. Et c'est une belle satisfaction pour vous, je pense, puisque entre deux filets de votre histoire, de votre grand-mère, vous dites qu'elle aurait bien voulu être institutrice. Et une génération après, son petit-fils est devenu instituteur. Un peu par hasard, mais oui, j'ai fait carrière dans l'enseignement, oui, tout à fait. Une petite cerise sur le gâteau, comme on dit, la préface de Lily est faite par un historien très connu à Liège. Oui, M. Ballas a rédigé la préface et puis l'introduction. C'est aussi M. Brûle, un autre professeur, lui, à l'Université de Luxembourg, qui l'a rédigé. M. Brûle, qui est d'ailleurs le spécialiste des cantons de l'Est, c'est la pointure pour le sujet. Et M. Ballas, lui, est plus généralement reconnu. On le voyait plutôt souvent à la TV pour parler de tout ce qui est la famille royale. Il était souvent invité pour parler de faits historiques concernant la Belgique. Alors, j'ai le plaisir de montrer à la caméra Lily. Et c'est une vraie photo de votre grand-mère qui se trouve... Oui, oui. Et à l'intérieur du livre, la maison d'édition Racine a voulu aussi glisser un petit album photo. Donc je lui ai fourni les dernières photos que Lily avait, puisque je raconte justement dans le livre comment elle a perdu toutes ces photos. Eh bien, merci Ronald Goffard. Et vraiment à conseiller aussi, Lily, une belle tranche d'histoire vue par la petite histoire de votre grand-mère. Merci beaucoup.